We were in a great place at that time and looking at a launch in early March. Things changed pretty quickly last Friday evening, where we discovered the issue with the flow of helium to the ICPS, the upper stage of the SLS. Deux missions majeures approchent à grands pas. Le vol 12 de Starship de SpaceX et la mission Artemis 2 de NASA. Alors que SpaceX avance à un rythme soutenu pour préparer son prochain grand lancement de Starship, la mission lunaire de la NASA a une nouvelle fois subi un retard. Cela soulève naturellement une question. Laquelle décollera réellement en premier? Et lorsque l'on compare ces deux missions côte à côte, quelque chose d'assez révélateur apparaît sur ces deux organisations et sur la manière très différente dont elles abordent les vols spatiaux. Le vol DC-12 de Starship s'annonce comme une étape majeure. Ce sera le premier vol avec des véhicules Block 3, mais aussi le tout premier lancement de Starship depuis le second pas de tir actuellement en construction sur le site de Starbase. À lui seul, cela en fait déjà un jalon important pour le programme. Les nouveaux moteurs Raptor Synth 3 constituent un élément clé de cette avancée. Conçus pour offrir davantage de poussée tout en réduisant les coûts et le poids, ils misent sur la performance et l'efficacité. La version V3 de Starship est également optimisée pour être plus facile à produire en série, un point crucial si SpaceX veut accélérer la cadence pour les lancements fréquents de Starlink, soutenir les missions Artemis de la NASA et à terme avancer vers Mars. Beaucoup considèrent la V3 comme la version qui fait passer Starship du stade expérimental à une véritable phase d'exploitation à grande échelle. Les versions précédentes ont connu plusieurs vols d'essai intégrés, avec des explosions, des succès partiels et des améliorations progressives. Désormais, l'accent semble mis sur le perfectionnement et la fiabilité. Un rythme de lancement agressif serait bénéfique à plusieurs niveaux. Il permettrait de maintenir le déploiement des satellites Starlink de nouvelle génération, de soutenir les plans lunaires Artemis de la NASA et de conserver l'élan vers les objectifs à long terme sur la Lune et Mars. Alors, quand le vol 12 aura-t-il réellement lieu? Fin janvier, Elon Musk a déclaré que le prochain vol de Starship, Flight 12, était attendu dans environ 6 semaines, ce qui plaçait la mission courant mars. Cela correspondait également à une déclaration antérieure de SpaceX indiquant que le vol 12 restait prévu pour le premier trimestre 2026. Plus récemment, Musk a publié sur X « Starship flies again next month », accompagné d'une vidéo montrant un booster Super Heavy récupéré avec succès par la tour de lancement à Starbase au Texas. Donc, vol 12 le mois prochain, c'est sûr? Eh bien, pas forcément. Une nouvelle licence de la FCC a été délivrée à SpaceX pour des simulateurs de masse Starlink embarqués lors du vol 12. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble désormais inclure du matériel Starlink actif, probablement des antennes ou des caméras. Le dossier indique que SpaceX utilisera ses stations spatiales pour communiquer brièvement avec sa constellation de satellites et son réseau au sol avant que les simulateurs ne rentrent dans l'atmosphère et ne se consument. Ils devraient brûler environ 90 minutes après leur déploiement, et ce vol suborbital pourrait atteindre une altitude maximale d'environ 350 km. Si le terme vous paraît confus, ici, station spatiale désigne très probablement simplement un dispositif de communication satellitaire. En clair, les faux satellites Starlink déployés par Starship pourraient désormais être capables de communiquer réellement avec le réseau Starlink. En revanche, si l'on examine attentivement les dates associées à cette licence, elles suggèrent également que le prochain lancement ne serait pas prévu avant le 7 avril au plus tôt. Net April 7. Ce nouveau calendrier de lancement rapproche fortement le vol 12 de Starship de la nouvelle fenêtre potentielle d'Artemis 2. Et comme on le sait désormais, l'agence spatiale a retiré sa fusée lunaire du pas de tir pour la ramener dans le Vehicle Assembly Building, VAB, afin d'effectuer des opérations de maintenance. Rien que ce déplacement écarte pratiquement toute possibilité d'un lancement en mars. Il y a quelques jours, la NASA a détecté un problème de circulation d'hélium dans la partie supérieure du Space Launch System, SLS. L'hélium sert à pressuriser les réservoirs et à purger les conduites d'ergol. Ce n'est donc pas un détail mineur.
Sans un débit correct d'hélium, il est impossible de gérer en toute sécurité les ergols cryogéniques de la fusée. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a expliqué que les causes possibles incluent un filtre défectueux entre les systèmes au sol et la fusée, une valve défaillante sur le véhicule lui-même ou un problème au niveau d'un ombilical à déconnexion rapide, la conduite censée se détacher au moment du décollage. Un souci de valve ne serait pas inédit. Un problème similaire avait déjà provoqué des difficultés liées à l'hélium avant Artemis 1 en 2022. Quelle que soit la panne potentielle, l'accès et la réparation de ces éléments ne peuvent être effectués qu'au VAB, a précisé Isaacman. La NASA avait auparavant identifié les 1er, 3, 4, 5, 6 et 30 avril comme date potentielle de lancement. Mais elle évalue désormais aussi des fenêtres en mai et en juin. Si le problème est résolu rapidement et que la fusée est prête pour l'un des créneaux début avril, Artemis 2 pourrait techniquement décoller avant le vol 12 de Starship. Mais soyons honnêtes, ce ne sera pas simple. De nombreuses incertitudes subsistent. Y a-t-il d'autres anomalies cachées dans les données ? Combien de temps faudra-t-il pour diagnostiquer et corriger complètement le problème d'hélium ? À un moment donné, l'hélium ne circulait tout simplement plus vers l'étage supérieur, et personne ne savait immédiatement pourquoi. L'hélium joue un rôle essentiel, car il reste à l'état gazeux même aux températures extrêmement basses de l'hydrogène liquide, environ moins 253 degrés Celsius, et de l'oxygène liquide, environ moins 183 degrés Celsius. Il est aussi chimiquement inerte, ce qui signifie qu'il ne réagit pas avec d'autres substances. Lorsque ce système ne fonctionne pas, les ingénieurs doivent recourir à des méthodes de secours pour maintenir la fusée en sécurité et correctement purgée de ses ergols explosifs. Comme mentionné, la fusée se trouve désormais de nouveau dans le VAB au Kennedy Space Center. Les composants suspectés dans le système d'hélium vont être démontés afin que les ingénieurs puissent les inspecter en détail et déterminer précisément l'origine du problème. La NASA espère identifier la cause racine et apporter des ajustements non seulement au matériel, mais aussi aux procédures opérationnelles, afin d'éviter que la même situation ne se reproduise lorsque la fusée retournera sur le pas de tir. Pendant qu'elle est au VAB, l'équipe en profite également pour effectuer d'autres tâches importantes. Remplacer les batteries du système d'autodestruction en vol et réaliser un nouveau test complet de bout en bout afin de s'assurer que tout respecte les exigences de sécurité de l'Eastern Range avant la prochaine tentative de lancement. Le retour vers le pas de tir devra lui aussi être réalisé avec prudence. Le SLS mesure environ 98 mètres de haut et, une fois entièrement assemblé, pèse près de 3,5 millions de kilogrammes. Déplacer un tel mastodonte sur le crawler transporteur n'a rien d'anodin. Ce lent trajet peut générer des contraintes mécaniques, et des responsables ont déjà suggéré que des déplacements répétés pourraient contribuer à des fuites d'hydrogène. Même après la résolution du problème d'hélium, la NASA pourrait devoir effectuer une nouvelle répétition générale humide, un test complet de remplissage en carburant avant de valider le lancement. Et lors de ce test, ou le jour J, les équipes devront une nouvelle fois surveiller de près les fuites d'hydrogène, notamment après le remplacement de joints qui ont déjà montré un certain caractère capricieux. Si de nouveaux problèmes apparaissent, les créneaux d'avril pourraient rapidement disparaître, et un retard de plusieurs mois ne serait pas sans précédent. Avant la mission Artemis 1 en 2022, le SLS était retourné au VAB à 3 reprises et avait finalement décollé environ 8 mois après sa première sortie. Ainsi, même si début avril reste théoriquement possible, l'histoire montre que rien n'est garanti. Même si Artemis 2 et le vol 12 de Starship sont des missions totalement différentes, elles représentent clairement deux philosophies de développement opposées. La NASA a choisi ce que beaucoup décrivent comme une approche centrée sur la simulation pour le Space Launch System. Depuis le début du développement du SLS en 2011, l'agence s'est largement appuyée sur la modélisation informatique, la qualification des sous-systèmes, les essais structurels sous contrainte, les mises à feu statiques et des campagnes de vérification progressive.
Des éléments majeurs, comme les propulseurs à poudre et les réservoirs de l'étage central, ont été poussés à leurs limites au sol afin de confirmer que les performances réelles correspondaient aux prédictions. Au moment du lancement d'Artemis 1, le SLS n'était pas un prototype expérimental au sens où l'est Starship. C'était le produit de plus d'une décennie de validation, conçu pour que la première mission complète se déroule presque exactement comme prévu. À l'inverse, SpaceX adopte avec Starship une philosophie riche en matériel, hardware rich. Plutôt que de perfectionner chaque détail avant le vol, l'entreprise construit rapidement des véhicules à grande échelle et les teste dans des conditions réelles, même si cela signifie les perdre. Les premiers prototypes à haute altitude, comme SN8 à SN15, n'étaient pas censés tous survivre. L'objectif n'était pas d'éviter l'échec, mais de collecter des données concrètes le plus vite possible. Cette mentalité s'est poursuivie lors des vols d'essai orbitaux intégrés. Lorsque le Booster 7 a subi des incendies dans la baie moteur et des problèmes de contrôle lors de la première tentative de lancement, SpaceX n'a pas interrompu le programme pendant des années pour tout redessiner. L'entreprise a apporté des modifications au contrôle vectoriel de poussée, au système d'extinction d'incendie et au système de terminaison de vol, puis a relancé rapidement. Cette méthode peut accélérer considérablement l'apprentissage, notamment pour des défis difficiles à modéliser avec précision, comme les structures géantes en acier inoxydable, le comportement des tuiles de protection thermique lors de la rentrée atmosphérique, le ravitaillement orbital, ou encore la récupération d'un booster par la tour de lancement. Cependant, elle repose fortement sur la dynamique et l'élan. Si plusieurs vols consécutifs ne font pas progresser significativement le programme, comme lors de certains revers du bloc 2, l'avancement peut sembler stagner, tandis que d'importantes quantités de matériel et de capital sont perdues. L'une des principales raisons pour lesquelles la NASA privilégie une approche basée sur la simulation tient aux réalités politiques et financières. L'agence fonctionne sous supervision du Congrès et un échec catastrophique du SLS pourrait sérieusement menacer le financement du programme Artemis. Le risque visible est donc beaucoup moins acceptable. SpaceX, en tant qu'entreprise privée dominant le marché des lancements, peut encaisser des échecs publics lors de tests sans mettre en péril sa survie globale. Il existe également une différence industrielle. Le SLS n'est pas conçu pour être produit au même rythme que Starship. Le taux de production ne permet tout simplement pas une campagne d'essai rapide et intensive en matériel. Lancer plusieurs étages SLS uniquement pour expérimenter n'aurait ni sens économique ni logique opérationnelle, alors que des délais plus longs et des simulations approfondies peuvent atteindre les mêmes objectifs de certification. Il est difficile d'affirmer qu'une approche est objectivement meilleure que l'autre. Le développement riche en matériel révèle rapidement les problèmes inconnus, mais exige des ressources financières, une production rapide et une forte tolérance à l'échec. Le développement axé sur la simulation réduit le risque visible et donne l'impression que les premières missions sont opérationnelles dès le départ, mais il tend à allonger les délais et rend les grandes modifications de conception plus complexes par la suite. Le SLS paraît opérationnel après un seul vol parce que la majorité de ces risques ont été réduits avant le lancement. Starship semble plus chaotique car sa réduction des risques se déroule publiquement, en temps réel.